Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Théo Aberbuch, responsable de la communication de l'école de management de Strasbourg, et je représente ce soir Isabelle Barthes, la directrice générale, qui est malheureusement absente, pour saluer bien évidemment tous les participants à cette conférence, puisque c'est la dernière de notre cycle annuel, et remercier au nom de toute l'école Yann Martin, qui pour la 3e année s'est livré à l'exercice de ses masterclass management en philosophie, et qui, ce soir, nous propose comme dernier thème un sujet qui va intéresser les élèves de classe prépa, puisque c'est celui du concours, de l'épreuve de culture générale. C'est pourquoi nous avons dans la salle des élèves notamment du lycée Kléber, du lycée des Pontonniers également, et que nous avons proposé aux élèves de toute la France inscrits à notre concours de se connecter via Internet et de suivre la conférence en direct. Merci Yann aussi d'accepter d'être sur tous les réseaux pour accompagner nos candidats au concours. Donc c'était ce soir la sixième conférence de l'année. On a traité du mérite, de la responsabilité, de la société des échanges, de la laïcité au mois de janvier, de la communication en février et de la vérité ce soir. Je vais juste vous demander d'applaudir et de saluer Yann Martin en début de conférence cette fois. Un remerciement. Qui vaut pour c'est toutes bon, ces... je peux m'en aller maintenant. Voilà, alors. merci Yann, c'était une soirée super. Merci à ceux qui se sont connectés. Nous allons nous arrêter là. Je vais m'éclipser, surtout ne pas empiéter sur le temps parce que ce sera comme d'habitude riche et dense. Et merci beaucoup. Rendez-vous en fin de séance pour plus de questions et d'échanges. Au revoir. Merci Théo. Bien, donc à chacun sa vérité. La formule est bien connue, trop connue peut-être. Et quand on l'utilise, quand on l'emploie, c'est généralement parce qu'il s'agit de la poser comme une sorte de principe de tolérance, comme s'il s'agissait de proclamer un droit irrécusable à tenir comme vraies les croyances, les opinions qui sont les nôtres. Dire à chacun sa vérité, c'est au fond demander tout simplement à ce qu'on admette que ce que je crois, j'ai en même temps le droit de le tenir pour vrai, même si autrui ne partage pas ma croyance. Autrement dit, voir dans cette formule un principe de tolérance, c'est poser en même temps que quelqu'un qui prétendrait que seul ce qu'il dirait pourrait valoir comme vérité serait un fanatique. Si on veut dire les choses simplement, le fanatique prétendrait être le seul à pouvoir dire quelque chose de vrai, il prétendrait détenir quelque chose comme un monopole de la vérité, tandis que l'esprit tolérant reconnaîtrait, vous remarquez que j'utilise ici beaucoup de conditionnels, tandis que l'esprit tolérant reconnaîtrait qu'après tout, chacun peut professer, proclamer la vérité qui lui convient le mieux en fonction de ses opinions, de ses croyances ou de ses valeurs. Et donc, on pourrait se dire, de manière assez triviale, que le désavantage du fanatique, c'est qu'on ne pourrait pas discuter avec lui, puisqu'il est difficile, semble-t-il, d'entrer en dialogue, d'entrer en débat avec quelqu'un qui prétend dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, voire parler au nom de la vérité. Ceci dit, si on en reste là, on est quand même confronté à un certain nombre de problèmes, voire de difficultés majeures. Je viens de supposer que si on prétend détenir la vérité, toute discussion devient impossible, puisqu'on ne discute pas avec quelqu'un dont on ne reconnaît pas le droit à énoncer ses croyances, ses valeurs et ses représentations. Mais si on admet, à contrario, que chacun a droit à sa vérité, il se passe exactement le même problème. Toute discussion devient absolument vaine et inutile. Pourquoi irais-je discuter avec quelqu'un
dont je reconnais un droit absolu à dire sa vérité, du moment qu'il reconnaît un droit absolu à dire, à ce que je dise, la mienne. Dans ce cas-là, la conversation ne serait plus qu'un exercice social tout à fait sympathique peut-être, mais largement tout aussi vain. Il ne peut rien se passer dans l'ordre du dialogue, dans l'ordre de la conversation, si chacun se considère habilité à camper sur ses positions au nom de la vérité qu'il prétend détenir. Le problème dans ce cas-là, c'est que si on admet après tout un droit irrécusable de chacun à la vérité qui est la sienne, la seule chose qui puisse nous arriver, c'est éventuellement de changer de vérité, ce qui voudrait dire tout simplement eh bien, que ce qu'on tenait pour vrai il y a quelque temps, on ne le tient plus pour vrai aujourd'hui, mais ça couperait toute possibilité à l'idée d'approcher de la vérité. Il n'y a plus de vérité vers laquelle nous puissions nous diriger, il n'y a plus de vérité que nous puissions rechercher ensemble rationnellement, si on réduit la vérité à nos convictions privées, dont on peut éventuellement changer, mais que personne n'a le droit de venir contrarier. C'est donc un premier problème. Ce principe de tolérance censé assurer la possibilité d'une conversation rend la conversation possible au prix d'une vacuité assez dérisoire. Il n'y a plus rien à échanger, il n'y a plus rien à apprendre de l'autre en ce cas-là. Deuxième problème lié à cette expression, c'est que ce principe de tolérance, à chacun sa vérité, s'énonce ici d'une façon curieuse. Imaginons par exemple que dans l'ordre de la croyance religieuse, je crois que Dieu existe et que Dieu n'existe pas. Je pourrais toujours bien évidemment proclamer que chacun pense ce qu'il veut, mais moi c'est ma vérité. Mais disons les choses très simplement, ce sera simplement mon erreur. Je peux moi me rapporter à cela comme à une vérité à laquelle je suis accroché, mais il n'en reste pas moins que si je crois en Dieu et que Dieu n'existe pas, ce que j'énonce comme étant ma vérité est simplement une erreur que je ne suis pas capable ou que je ne suis pas en mesure de reconnaître comme telle. On voit donc déjà ici une deuxième difficulté, c'est que proclamer la phrase « à chacun sa vérité », on peut très bien considérer qu'elle a exactement le même sens que la phrase « à chacun ses erreurs ». Chacun est libre d'énoncer ce qu'il veut, que ce soit vrai ou faux, à supposer qu'il y croit peu ou prou. Autrement dit, proclamer à chacun sa vérité, ce serait simplement reconnaître le droit de chacun à énoncer éventuellement les erreurs qui le rassurent, les erreurs qui l'aident à vivre, les illusions auxquelles il tient. Troisième problème lié à cette formule, c'est qu'on a du mal à comprendre ce que peut vouloir dire le pronom personnel « ça » dans cette phrase. À chacun sa vérité. On voit mal en quel sens la vérité peut être la vérité de quelqu'un en particulier. L'erreur, c'est toujours l'erreur de quelqu'un. L'erreur est faite par quelqu'un en particulier qui se trompe parce qu'il ignore la vérité. L'illusion est toujours l'illusion de quelqu'un en particulier. L'illusion est l'illusion de quelqu'un qui est dans l'illusion en raison, par exemple, de ses désirs ou de ses peurs. Le mensonge est toujours le mensonge de quelqu'un en particulier. Il y a toujours un sujet du mensonge. Donc, à chacun ses mensonges, à chacun ses erreurs, à chacun ses illusions, la formule est sans doute à peu près intelligible, mais à chacun sa vérité, proclamer ceci, c'est oublier que si les erreurs, les illusions et les mensonges sont bien produits par un sujet, la vérité n'est pas une production de la conscience. La vérité n'est pas une production de l'esprit.
la vérité est la vérité que l'on y croit ou pas, indépendamment de nos croyances, de nos opinions ou de nos idées. Disons-le autrement, s'il existe quelque chose comme la vérité, elle transcende chacun, ce qui veut dire qu'elle n'est jamais réductible à nos opinions et à nos croyances. Et que du coup, la vérité n'est jamais notre vérité, qu'elle n'est jamais ce qui nous définit par rapport aux opinions et aux croyances qui sont les nôtres, mais éventuellement ce à quoi on prétend, plus ou moins abusivement. Donc on voit déjà que cette formule bien connue, souvent utilisée, assez largement galvaudée, n'a pas un sens tout à fait assuré. Il se pourrait même qu'elle ne veuille rien dire du tout, et que ce ne soit qu'une façon de parler dont il conviendrait peut-être de se défier. Mais poursuivons, si vous le voulez bien, l'examen critique. Au fond, cette formule ne signifie rien d'autre que ceci. Nous n'avons pas le droit de stigmatiser les croyances d'autrui en raison de nos propres croyances. On voit bien que ce qui se joue derrière n'est pas d'ordre métaphysique ou spéculatif. Ce qui se joue derrière cette formule, c'est l'idée que, après tout, puisque nous avons tous des croyances et que ces croyances diffèrent les unes des autres, la meilleure façon de pouvoir vivre ensemble sans trop se crêper de chignon, c'est d'admettre que nous n'avons pas à stigmatiser les idées, les représentations, les croyances, les valeurs qui sont celles d'autrui, quand bien même nous ne les partageons pas. Alors là, l'affaire devient d'une extrême simplicité, à chacun sa vérité, voudrait dire simplement chacun croit ce qu'il veut, mais ce principe de tolérance devient immédiatement un principe d'indifférence à l'égard du vrai. Si chacun croit ce qu'il veut, si chacun peut tenir pour vrai ce qu'il veut, eh bien, après tout, ça veut dire que la vérité n'est plus l'enjeu du travail spéculatif, qu'elle n'est plus l'enjeu du travail de la pensée, et qu'il faut consentir à vivre dans un monde où, faute de grives, on mange des merles, faute de vérité, on se contente de croyances, de représentations, d'avis personnels et subjectifs. On voit donc bien que dans cette formule, qui, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, doit probablement son succès à son enracinement dans le titre d'une pièce de théâtre du début du XXe siècle et de Luigi Pirandello, à chacun sa vérité, on voit bien que dans cette formule, la vérité n'est pas prise au sérieux. Et qu'en réalité, là où cette formule donne l'illusion de s'occuper de la vérité, de dire quelque chose sur la vérité, eh bien, elle n'évoque que l'erreur, la croyance, l'opinion, et elle les évoque dans une perspective de pacification des relations sociales. À la limite, cette formule est une formule politique et non pas une formule métaphysique. Si chacun admet à chacun sa vérité, on peut vivre à peu près en paix les uns avec les autres, sans se faire du mal les uns aux autres, sous prétexte que nous ne partageons pas les mêmes croyances et les mêmes valeurs. Au passage, d'ailleurs, elle contient même une sorte de contradiction interne. Si je tiens pour vrai à chacun sa vérité, ça ne pose pas de problème particulier. Mais si je tiens que cette formule est fausse, c'est ma vérité, et à partir du moment où ma vérité, c'est qu'à chacun sa vérité, ça ne veut rien dire du tout, on se rend bien compte qu'on tombe dans le non-sens absolu, et que ce qui se présente comme condition de possibilité d'un dialogue raisonnable est en fait la condition d'impossibilité d'un dialogue rationnel. Bref, et j'insisterai pas trop longtemps là-dessus, cette formule, qui nous semble souvent bien sage,
on ne voit pas très bien a priori ce qu'on pourrait y redire, et peut-être que certains d'entre vous sont venus en se disant « Ah bah c'est bien, tiens, il y a un philosophe qui va nous montrer qu'effectivement, la vérité c'est relatif, à chacun sa vérité. » Bon, ben, je m'excuse d'avance auprès de ceux-là, bon, c'est raté. Mais cette formule est l'alibi d'un relativisme subjectif qui entend faire de chacun le critère de la vérité. Si cette formule est vraie, ça veut dire paradoxalement qu'il n'y a pas de vérité, puisque chacun peut très bien décider lui-même de ce qu'il décide ou non de tenir pour vrai ou non. Ou plutôt, le vrai ne signifie plus rien d'autre dans ce cas que ceci. Est vrai ce que je tiens pour vrai, est vrai aussi ce qu'autrui tient pour vrai, et si ce que moi et autrui nous tenons pour vrai n'est pas la même chose, bah c'est pas grave, il faut admettre un pluralisme démocratique de la vérité. Donc bien évidemment, si on va jusqu'au bout de la logique de cette proposition, sous le prétexte d'un principe de tolérance, on se rend bien compte, en réalité, qu'on sombre dans l'incommunicable, dans l'irrationnel absolu, dans une sorte de pseudo-vérité réduite, au fond, à l'alibi d'une pacification sociale, encore une fois. L'enjeu n'est pas du tout la vérité, mais d'éviter simplement de se faire la guerre. Historiquement, cette façon de penser la vérité a déjà été portée par des figures majeures. Je crois qu'on aurait tort de voir dans ce relativisme subjectif uniquement une figure de notre temps. Déjà, Platon mettait en scène Protagoras, dans le dialogue éponyme, dans le Protagoras, et il le met en scène énonçant des propositions que certains d'entre vous connaissent bien sans doute. Exemple, telles les choses m'apparaissent, telles elles sont. Protagoras énonce cela. Voilà. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont en elles-mêmes, en vérité. Les choses pour chacun sont telles qu'elles lui apparaissent. Si ce qui apparaît comme juste à l'un apparaît comme injuste à l'autre, eh bien, peu importe, il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort. Chacun est dans un rapport singulier à la vérité. Chacun a le droit à sa vérité. Telles les choses m'apparaissent, telles elles sont. C'est aussi le sens de la fameuse formule de Protagoras que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, lorsqu'il dit, par exemple, « L'homme est la mesure de toute chose ». Je suis parfois surpris parce que dans les copies d'étudiants, cette formule est souvent présentée de manière positive, comme si elle signifiait, bon ben voilà, c'est l'intelligence de l'homme qui est la mesure de la vérité, et puis voilà, elle a son lieu par excellence dans l'intelligence de l'homme. Quand Platon fait dire ceci à Protagoras, ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire. En gros, Platon ne serait pas d'accord du tout avec cette formule. L'homme n'est pas la mesure de toute chose pour Platon. Ce que veut dire Protagoras, c'est que l'intelligence de l'homme est la mesure de la vérité, elle en est le critère. Et Platon, bien évidemment, ne peut pas reconnaître la vérité de cette formule de Protagoras, puisque pour lui, la vérité existe indépendamment de nous, elle existe dans le ciel transcendant des idées, elle a son lieu dans le ciel transcendant des idées, et il ne dépend pas de nous qu'une proposition soit vraie ou fausse. La somme des angles d'un triangle ne fait pas 180 degrés parce que j'y crois. Elle fait 180 degrés parce qu'elle fait 180 degrés. Henri IV n'est pas mort en 1610 parce que c'est ce que je crois. Il est mort en 1610 parce qu'il est mort en 1610. Pour Platon, qui ne nous aurait pas parlé d'Henri IV, c'est évident, eh bien, c'est bien la vérité qui est la mesure de toute chose. Nous ne pouvons mesurer ce que sont les choses qu'à la lumière de la vérité qui nous éclaire dans la façon dont nous nous rapportons à elles.
Donc au fond, le grand héros de cette formule, héros, écrivez-le peut-être H-R-A-U-L-T plutôt, hein, le grand porte-parole de cette formule, c'est Protagoras. Mais je voudrais quand même vous dire quelques mots d'un autre lieu où est mise en scène une théorisation de cette formule. Je vais aller vite aussi là-dessus. C'est précisément la pièce de Pirandello dont je parlais tout à l'heure. Là encore, ce qui me frappe, je profite de m'adresser aussi à des étudiants de classe prépa pour signaler parfois certains petits manquements. Il y a peu de copies lorsqu'on aborde un thème comme celui-ci où Pirandello n'est pas cité, où le titre de la pièce n'est pas cité. Je n'ai jamais vu la moindre copie me parler de la pièce. Sous-entendu, elle est citée comme une référence bien connue que personne ne connaît. Ce qui est quand même un petit peu léger. Hein. Alors du coup, je sais bien que vous n'avez pas le temps de lire tout ce qu'il faudrait lire, je ne suis pas ironique quand je dis ça, hein. Pas trop en tout cas. Mais alors disons, ça vaut la peine quand même d'y jeter un coup d'œil. Alors je vais vous aider à faire ce travail. Alors, la pièce est très 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 compliquée parce qu'il y a une situation extrêmement confuse dans laquelle on ne sait pas très bien ce qu'il en est des relations entre un monsieur, une dame, une femme, sa mère, si quelqu'un est mort, s'il n'est pas mort, qui est telle personne, etc. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement confus. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pièce oppose en quelque sorte deux métaphysiques, deux représentations du statut de la vérité. L'une qui est celle d'un monsieur qui s'appelle monsieur Cirelli, et l'autre qui est celle d'un monsieur qui s'appelle monsieur Lodisi, L-A-U-D-I-S-I. La représentation de Cirelli tient à peu près en ceci, d'ailleurs je cite exactement le début de l'acte 2, « La vérité, il n'y a aucun doute, elle est ou d'un côté ou de l'autre ». Bon, monsieur Cirelli nous semble à cet égard bien rassurant. Soit effectivement cette femme est sa femme, soit c'est un imposteur. Soit il la cloître chez lui, soit elle y est de son plein gré. Mais on ne peut pas dire simultanément l'un et l'autre. Vous aurez reconnu ici une application simple de ce qu'Aristote définissait déjà comme le principe de non-contradiction. Une proposition ne peut pas être à la fois vraie et fausse, et deux propositions contraires ne peuvent pas être vraies l'une et l'autre. Donc je reprends la formule de M. Cirelli, la vérité, il n'y a aucun doute, elle est ou d'un côté ou de l'autre. L'intérêt de la pièce, c'est de faire peu de cas de la formule de M. Cirelli. Il semble bien que le porte-parole de Pirandello soit ici M. Lodisi, L-A-U-D-I-S-I, et c'est lui d'ailleurs qui dit le dernier mot de la pièce. Voilà, mesdames et messieurs, comment parle la vérité. Voilà, je crois, si j'ai bonne mémoire, comment la pièce se termine. Et au fond, l'Odyssée se joue radicalement du principe de non-contradiction auquel tenait encore Cirelli. Pour lui, pour l'Odyssée, la vérité n'est pas une essence que l'on peut rater dans l'erreur, le mensonge ou l'illusion. La vérité est simplement un événement de la subjectivité, est vrai ce que subjectivement, à partir de mon rapport aux choses, je suis en mesure de tenir pour vrai. Ce qui est intéressant aussi peut-être dans cette pièce, c'est qu'au début de l'acte 3, l'Odyssée a évoqué, à la façon de Nietzsche, qu'au fond, la vérité n'a de sens que dans la mesure où elle nous rassure. La seule vérité qui compte, c'est celle dont nous avons besoin pour vivre, c'est celle dont nous avons besoin pour être rassurés. Et si les hommes courent après la vérité, ce n'est pas parce qu'ils l'aiment plus que tout, ce n'est pas parce qu'ils sont animés par un désir de savoir, selon l'Odyssée, ce n'est même pas parce que la vérité est une essence transcendante qui peut nous élever lorsque nous tendons vers elle. Ce que veut dire l'Odyssée,
c'est que ce que nous appelons la vérité, c'est pour ça un peu à la manière de Nietzsche, encore une fois, ce sont simplement les erreurs, les illusions, les mensonges, les représentations, les croyances, dont nous avons besoin pour vivre dans un monde instable, marqué par le changement et un certain nombre d'illusions plus ou moins inquiétantes. Et l'Odyssée a cette formule d'ailleurs assez étonnante, lorsqu'il se moque de ceux qui veulent absolument que la vérité soit d'un côté ou de l'autre, bref, lorsqu'il se moque des partisans de Cirelli, il dit ceci: ils veulent une vérité extérieure, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit catégorique, d'un côté ou de l'autre, et il rajoute, elle les calmera. La vérité comme opium du peuple, en quelque sorte, si vous voulez. Je reprends cette formule. Ils veulent une vérité extérieure, n'importe laquelle, pourvu qu'elle soit catégorique. Elle les calmera. L'idée ici est tout à fait nietzschéenne. C'est l'idée que dans un monde instable, marqué par le changement, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas la vérité, qui d'ailleurs pour Cirelli n'existe peut-être pas, c'est que nous puissions tenir quelque chose pour vrai, mais de manière ferme, de façon à vivre rassuré. Voilà, ça nous apaise. C'est noir ou blanc, c'est vrai ou faux. L'important, c'est pas que ce soit vrai ou faux. L'important, c'est que nous soyons rassurés et que nous puissions nous arrêter sur une position fixe dans un monde instable. Bref, dans la pièce de Pirandello, la formule « à chacun sa vérité » ne signifie encore une fois rien d'autre que ceci: à chacun son opinion, à chacun les certitudes susceptibles de l'apaiser. Vous comprendrez que cette façon de penser la vérité, aussi amusante puisse-t-elle être, est en réalité tout autre chose qu'une façon de penser la vérité. Ce n'est pas une façon de la penser, c'est une façon de la détruire, en n'en faisant rien d'autre qu'une illusion de la subjectivité. À chacun, la vérité ne veut désormais plus rien dire d'autre que ceci: à chaque sujet ses illusions, du moment qu'elle l'aide à vivre, le rassure et le calme. La vérité comme un opium psychologique susceptible de nous rassurer ou et de pacifier nos conditions d'existence. Et dans ce cas-là, il me semble que si vraiment on veut suivre cette voie, alors au moins ayons le courage d'être nietzschéens, ayons le courage de la cohérence nietzschéenne, et ayons le courage dans ce cas-là de rejeter l'idée même de vérité en la réduisant, comme le fait Nietzsche, à une erreur utile. L'expression est de Nietzsche lui-même, à une de ces erreurs dont nous avons besoin pour supporter d'exister dans un monde où tout change, où rien n'est stable et où rien, par conséquent, ne peut jamais être tenu définitivement pour vrai. Si j'arrêtais là mon intervention, l'affaire serait réglée, vous l'aurez compris. On ne peut pas, de manière sérieuse, donner un sens acceptable à cette formule qui, derrière les apparences d'un bon sens bien tolérant, est en fait une entreprise de destruction massive de l'idée même de vérité. Si est vrai ce que chacun tient pour vrai de son côté, le vrai est exactement synonyme du faux. On n'est même plus dans la contradiction, on est dans le non-sens. Je peux dire tout aussi bien dans ce cas-là, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, c'est ma vérité. La somme des angles d'un triangle est égale à 100 degrés, c'est ma vérité. Et de toute façon, les triangles n'existent peut-être pas, c'est ma vérité. Toutefois, et pas seulement parce qu'il nous reste encore quelques temps à passer ensemble et que je ne peux pas m'arrêter là, du coup, ce serait un petit peu trop tôt. Je suis payé apparemment pour tenir au moins jusqu'à 8h. Allez, 7h30. Il me semble qu'on aurait tort d'en rester là, malgré tout. Et qu'en rester là,
serait s'interdire d'entendre cette formule dans un sens sans doute inédit, mais peut-être plus riche et plus étonnant. Ce que je voudrais faire, en fait, c'est lui donner une chance quand même à cette formule. Non pas dans l'ordre métaphysique, là je crois qu'il n'en a aucune, mais dans l'ordre de l'existence. Je voudrais vous proposer d'entendre cette expression « à chacun sa vérité » comme ne signifiant pas à chacun son avis ou ses opinions, mais comme signifiant, au fond, à chacun cette part de vérité qui le constitue dans sa singularité, à chaque moi, cette part de vérité qui fait de lui celui qu'il est. Autrement dit, d'aborder cette formule en se posant cette question, c'est quoi ma vérité, comme signifiant non pas qu'est-ce que je crois, mais qu'est-ce que je suis. Qu'est-ce qu'il en est de cette vérité constitutive de mon être? Quelle est la vérité de chacun? La vérité de Pierre, Jacques, Jean, Amélie, Bernadette, ou qui vous voulez. Quelle est la vérité de chacun d'entre vous? Non pas comme signifiant son opinion, son avis, ses croyances, ses représentations, mais comme renvoyant à une mise en question radicale de ce qui fait qu'il est celui qu'il est et pas un autre. Pas seulement un homme, mais un homme singulier et original, ou une femme, bien évidemment, singulière et originale. Il me semble que si on veut se poser cette question, il faut d'abord admettre que ma vérité, à moi, Yann Martin, ou à n'importe lequel d'entre vous, n'est pas dans une essence transcendante. Je peux m'amuser à contempler l'idée d'homme aussi longtemps que je voudrais, je n'y découvrirai en rien le mystère de ma singularité. Ce n'est pas en jetant mon regard en dehors de moi vers le ciel des idées, ce n'est pas en spéculant conceptuellement que je vais être amené à prendre conscience de cette vérité constitutive de mon être. Et donc, il faut peut-être partir du principe que cette vérité, si je peux l'atteindre, et on va se demander si on peut l'atteindre et comment, eh bien cette vérité, on peut partir du principe qu'elle serait en moi, et non pas au-delà de moi, ce qui fait que je suis moi. Mais si on part du principe qu'on peut essayer de dégager cette vérité, qu'on peut partir à sa recherche, qu'on peut se lancer à l'aventure, ça veut dire aussi qu'on admet que cette vérité constitutive de ce que nous sommes, cette vérité de chacun de nous, elle a quelque chose de caché. L'homme serait ce vivant singulier qui, toujours en quête de la vérité, viendrait buter sur la sienne. Ce vivant qui cherche la vérité en dehors de lui serait le même que ce vivant qui éprouve les pires difficultés à se reconnaître en vérité. Et donc, ce que je suis, en vérité, serait par exemple caché par les jeux sociaux, par les rôles que je joue, par les masques qu'il me faut porter, par les habitudes conventionnelles dans lesquelles je suis pris. Et tout cela, toutes ces manifestations d'un moi social, ne seraient possibles que dans la mesure où serait occulté ce moi que je suis en vérité et qui jamais, peut-être ou très peu, paraîtrait sur la scène sociale. Ça veut peut-être aussi dire que ce moi caché serait aussi caché justement par les illusions de la subjectivité. Les illusions de la subjectivité, c'est-à-dire par exemple par l'orgueil. Imagine. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? C'est peut-être une manière de ne pas se voir tel que l'on est. Parce que si on se voyait tel que l'on est, on ne serait peut-être pas très orgueilleux. Qu'est-ce que c'est que la vanité? Une façon peut-être d'éviter de se voir tel que l'on est.
Peut-être parce que c'est pas rassurant, peut-être parce que ça nous ferait peur, peut-être parce que ce serait sacrément déstabilisant. Si je vous disais, écoutez, j'ai une sorte de baguette magique là, et si vous voulez, j'ai le pouvoir de faire en sorte que chacun d'entre vous puisse voir en lui-même, en vérité, sans masque, je ne suis pas sûr que vous seriez tous partants. Moi, en tout cas, je n'oserais pas. Pour moi-même et pour mon propre compte, j'hésiterais avant de dire « bon allez, on tente le coup ». C'est parfois assez rassurant, dans l'espace du jeu social, de n'avoir pas à être confronté à la vérité de soi-même. Mais alors du coup, si on veut tenter le coup quand même, si on veut essayer, dans ce cas-là, la formule « à chacun sa vérité » pourrait acquérir un sens insoupçonné, et elle pourrait peut-être signifier ceci: il est possible de dire à chacun sa vérité. Il peut peut-être exister quelqu'un, imaginons-le à titre provisoire et hypothétique, qui serait capable à chacun de vous de dire sa vérité. Qui, par exemple? Eh bien, on va commencer par un exemple littéraire. On va commencer par un texte que certains d'entre vous connaissent sans doute, la première scène de l'acte 1 du Tartuffe. Elle met en scène Madame Pernelle, qui fait défiler devant elle à peu près tous les personnages de la pièce, filles, gendre, servantes, etc. Et à chacun d'eux, elle dit ses 4 vérités. Non seulement sa vérité, mais si vous voulez, ses 4 vérités. Elle dit ce qu'elle pense, à une forme du franc-parler qui ne prend pas de gants et à travers lequel elle se présente elle-même comme celle qui est habilitée à dire à chacun la vérité qui le constitue. Exemple, elle fait venir Dorine, la servante, à laquelle elle dit, droit dans les yeux, qu'elle est impertinente et forte en gueule. C'est pas moi qui l'invente, Molière l'écrit comme ceci. C'est la servante de sa petite fille, Dorine. Elle, hop, c'est quoi ta vérité? Impertinente et forte en gueule. Elle fait venir Damis, son petit-fils. Lui, c'est réglé, c'est un sot. Allez hop, voilà sa vérité. Elle fait venir Marianne, sa petite fille, et qu'elle qualifie de sournoise derrière une discrétion apparente, comme si sa discrétion n'était que le masque de sa sournoiserie. Elle fait venir Elmire, la femme d'Orgon, Orgon qui est son fils, celui qui a fait entrer Tartuffe dans la maison. Elle est dépensière, et Cléante, enfin, qui prêche des maximes, Cléante qui est le beau-frère d'Orgon, qui prêche des maximes inacceptables pour des honnêtes gens. Voilà, chacun en a pris pour son grade, et Madame Pernelle est sans doute très contente d'elle, elle a dit à chacun sa vérité. Il reste une personne dont elle n'a pas encore parlé, mais qui est absent de la scène, Tartuffe, et que dit-elle de lui, prétendant bien évidemment dire par là même la vérité de Tartuffe? C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. Ah, voilà, lui, ça va. Tous ont des défauts qu'elle tenait à signaler, au nom de son droit à leur dire la vérité, sauf Tartuffe, qui, lui seul, est considéré par elle comme un homme de bien. Ce qui est intéressant, et assez amusant d'ailleurs, quand on lit cette première scène de l'acte 1, c'est qu'il y a probablement une part de vérité dans chacun des portraits dressés par Madame Pernelle. D'une certaine manière, il semblerait qu'elle touche assez juste, sauf dans un seul cas, celui de Tartuffe. C'est un homme de bien qu'il faut que l'on écoute. La plupart d'entre vous connaissez l'histoire. Non, c'est un faux dévot qui est là pour abuser celui qui l'a accueilli, qui est prêt à le voler et à le tromper,
avec la pire scélératesse. C'est un sale type, Tartuffe. Et qui va dire la vérité de Tartuffe dans la pièce? Ce sont Dorine et Damis, qui le disent d'ailleurs à Madame Pernelle. Mais Madame Pernelle voit dans cette attaque contre ce protégé la preuve de leur vanité blessée. Au fond, ce qu'elle semble dire, c'est qu'en disant du mal de Tartuffe, ils démasquent précisément la vérité qui les constitue eux-mêmes, et ils montrent par là même qu'en vérité, ce sont des vaniteux qui ne supportent pas la façon dont Tartuffe, eh bien, les confronte à cette part de vérité en eux qu'ils ne veulent pas voir. Alors bien évidemment, ça devient assez complexe du point de vue des relations psychologiques. Et donc Madame Pernelle dit ceci à Dorine et à Damis: vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. Je reprends la formule. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. Madame Pernelle est donc la figure tout à fait symbolique et représentative de ces gens qui semblent partir du principe que, en général, la vérité blesse, que si quelqu'un vient nous dire notre vérité, que si quelqu'un vient dire à chacun sa vérité, nous sommes trop blessés dans notre vanité pour l'accepter, mais que le rejet de cette appréciation confirme précisément qu'elle touche juste. Ce qui est assez pervers quand même, parce que ça veut dire, dans ce cas-là, qu'on est cuit sur les deux tableaux. Si on me dit qu'en réalité je suis sournois, soit je dis oui et je confirme que je le suis, soit je dis non et en le refusant, je confirme que je le suis et que je ne peux pas voir la vérité en face. C'est ce que j'appelle parfois un peu le syndrome de la psychanalyse, où quand on vous dit que vous refoulez une représentation, soit vous l'admettez et vous admettez que vous la refoulez, soit vous ne l'admettez pas, ce qui prouve que vous la refoulez, parce que sinon vous l'admettriez. Bon. Donc bien évidemment, dans ce cas-là, on se rend bien compte qu'on est un petit peu piégé sur tous les tableaux. Celui qui prétend nous dire notre quatre vérités a toujours le beau rôle. Parce que quoi qu'on dise, qu'on soit d'accord ou pas, il apparaîtra toujours comme l'homme du franc-parler qui n'a pas peur de dire à chacun sa vérité. Autrement dit, on est bien ici dans un jeu de fabrication artificielle de représentation tenue pour vrai. On n'est pas, vous l'aurez compris, dans un espace de vérité. On est bien dans un espace de représentation, théâtrale, mais sociale aussi, où au fond, Madame Pernelle tient pour vrai l'image qu'elle se fait des membres de sa famille, et chacun tient pour vrai les représentations qu'il se fait de lui-même, de Madame Pernelle ou de Tartuffe. Bref, on n'y échappe pas. Même là, la vérité devient ce dont chacun peut disposer à sa guise, comme le révèle d'ailleurs une étrange formule d'Orgon, un Orgon qui a fait entrer Tartuffe sous son toit, dans la scène 1 de l'acte 2. Je rappelle le contexte pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ou qui ne l'auraient pas lu. Orgon n'a rien trouvé de mieux comme idée que de donner sa fille, Marianne, en mariage à Tartuffe, alors que Marianne est amoureuse de Cléante qu'elle entend bien épouser, enfin de Cléante je crois, là ma mémoire me fait peut-être défaut. Et bien évidemment, Marianne n'est pas du tout d'accord, enfin elle n'a pas envie d'épouser Tartuffe qu'elle n'aime pas et en qui elle n'a bien évidemment aucune confiance. Et du coup, elle s'en ouvre quand même assez timidement à son père. Bon. Et quand Marianne fait savoir à son père que ce serait pour elle une imposture que de dire qu'elle aime Tartuffe, parce que c'est ce que son père veut lui faire dire, eh bien, voilà ce qu'Orgon répond, mais je veux que cela soit une vérité. Mais je veux que cela soit une vérité. C'est absolument extraordinaire. Je ne te demande pas de faire semblant, je ne te demande pas de tricher, je ne te demande pas de mentir. Je te demande de faire en sorte que ton amour pour Tartuffe devienne la vérité. Débrouille-toi avec ça. Comme si la vérité était au fond ce à quoi chacun pouvait se forcer
avec un peu de bonne volonté. Hein? Si vous n'êtes pas véritablement amoureux de quelqu'un, au lieu de dire « mais non, ce n'est pas la vérité que je l'aime », faites en sorte que ce le soit, et le problème sera réglé. Donc on est bien dans un jeu de posture, à chacun sa vérité, poussé jusqu'à un paroxysme assez extraordinaire, à chacun la possibilité de faire en sorte que ce qui n'est pas vrai le devienne. Au fond, avec un peu de bonne volonté, on doit pouvoir y arriver. On voit bien ici que les dés sont pipés. Chacun, dans la pièce de Molière, veut dire à chacun sa vérité, c'est 4 vérités, mais on reste évidemment pris dans un jeu de simulacre. Je voudrais d'ailleurs à ce stade faire une remarque. Je crois de manière générale qu'il n'y a pas de plus sûre façon de passer à côté de la vérité de quelqu'un qu'en prétendant lui dire ces 4 vérités. On fait parfois les malins avec ça. Ah, je lui ai dit ces 4 vérités, je lui ai dit en face. Et c'est bien. Vous adoptez ainsi la posture de la franchise. Hein? Ah, je l'ai dit. Hein? Et en plus, la posture du héros de la vérité. Fallait que la vérité éclate. J'espère que vous vous rendez compte de ce qu'il y a d'artificiel et de faussé dans cette manière de prétendre être celui par qui la vérité d'autrui éclate au grand jour. En général, quand on prétend dire à quelqu'un ces 4 vérités, que fait-on en vérité? On projette sur lui une image de lui fabriquée par nous pour nous rassurer. En réalité, ce que l'on fait, c'est non pas lui dire ces 4 vérités, mais témoigner devant lui de ce que l'on tient pour vrai le concernant, et on reste tributaire, là encore, de l'expression d'une simple croyance, d'un simple jeu de représentation et d'opinion. Dans le meilleur des cas, quand je prétends dire à quelqu'un ces 4 vérités, la seule chose que je révèle, ce n'est pas ce qu'il est en vérité, mais ce que je suis, moi. Les représentations qui me constituent, mes opinions, mes rancœurs, mes frustrations au-devant de lui. Par un détour ironique, parfois tragique, quand on dit à quelqu'un ces 4 vérités, ce n'est parfois rien d'autre que la nôtre que l'on dit devant lui. Sous le prétexte étonnant de le révéler à lui-même, nous ne révélons à lui que nous-mêmes. Du coup, la question est relancée. Est-ce impossible de dire à chacun sa vérité? Est-ce que le détour par Molière et le Tartuffe devrait nous obliger à reconnaître qu'il y a là une sorte d'impossibilité, la vérité de chacun à jamais enfouie dans le mystère, dans le secret de sa personne, et inaccessible à ceux qui prétendraient la dire ou la révéler. Bref, peut-on dire sinon la vérité de quelqu'un, au moins une vérité de quelqu'un? Puis-je dire sur quelqu'un quelque chose de vrai? Pas sûr. Mais si on veut essayer d'ouvrir un chemin de possibilités, il me semble qu'il y a 3 conditions absolument indispensables à assumer. 3 conditions possibles et nécessaires pour, sinon atteindre la vérité de quelqu'un, au moins se donner les moyens d'atteindre quelque chose de la vérité de quelqu'un. Première condition de possibilité,
j'utiliserai pour essayer de la penser devant vous un concept grec, difficile à traduire en français, mais qui est le concept de parésia. Alors, vous l'écrivez comme vous voulez. Moi qui suis très paresseux, je l'écris P-A-R-E-S-I-A, comme ça je suis sûr d'arriver à me relire. Et puis parfois les savants écrivent ça P-A-2-R-H-E-S-I-A. C'est un problème de transcription du grec en français. Vous transcrivez comme vous voulez, du moment que ça se prononce correctement. Après tout, c'est pas très grave. Hein. Qu'est-ce que c'est que la parésia, chère par exemple à Michel Foucault, dont d'ailleurs je conseille la lecture du dernier livre publié juste avant sa mort, à Michel Foucault, qui était professeur de philosophie au Collège de France, et le dernier cours qu'il a donné au Collège de France, si j'ai bonne mémoire, un cours inachevé, mais extrêmement clair, brillant, précis, savant mais très pédagogue. C'est un livre qui s'appelle « Le courage de la vérité ». Et il prend en charge dans ce livre la figure de la parésia d'une façon extrêmement précise. C'est du grand Michel Foucault, très sobre, très précis, très généreux dans le travail qu'il fait pour rendre accessible un concept, une notion qui n'est pas toujours facile. Le terme parésia, c'est la forme antique du dire vrai qui consiste moins à dire à chacun sa vérité ou à chacun ses cas de vérité qu'à essayer de faire en sorte qu'elle puisse être manifestée. Bref, le parésiaste, le terme existe, le diseur de vérité, l'homme du franc-parler, c'est comme ça parfois qu'on le définit, est celui qui, par son attitude, plus parfois que par ses paroles, est capable de faire surgir au grand jour la vérité constitutive de quelqu'un, vérité parfois profondément enfouie en lui. Alors, pour Michel Foucault, il y a deux grandes figures traditionnelles du parésiaste que chacun connaît plus ou moins. Par exemple, Socrate. Socrate, spécialiste dans l'art de débusquer les faux savoirs pour renvoyer chacun à sa propre ignorance. Qu'est-ce qui se passe généralement dans les dialogues socratiques où Socrate est mis en scène? Quelqu'un dialogue avec Socrate, à peu près sûr de son savoir, de sa science ou de son art, et à la fois par son attitude ironique et par ses questions. Socrate ne joue pas tout à fait à la Madame Pernelle. Il ne lui dit pas ses cas de vérité en disant « au fond, t'es qu'un ignorant qui ne sait rien ». Socrate, par le détour d'une attitude et d'un questionnement, amène son interlocuteur à prendre conscience que ce qu'il prenait pour un savoir était de l'ignorance, qu'il croyait savoir ce que c'était que la vertu et qu'il ne le sait pas, qu'il croyait savoir ce que c'est que la beauté mais qui n'en sait rien, qu'il croyait savoir ce que c'était que le courage mais qui n'est pas capable de le définir. Autrement dit, comme parésiaste, on va dire autrement, la parésia de Socrate ne consiste pas, je le redis, à faire comme Madame Pernelle, c'est-à-dire à attaquer de face celui qui se cache derrière un savoir qu'il ne possède pas pour manifester la réalité de son ignorance, mais à ouvrir par le dialogue un chemin vers soi qui doit permettre à son interlocuteur, pour peu que celui-ci ait un minimum de désir de vérité, qui doit lui permettre de se reconnaître au moins en lui-même dans un rapport plus vrai que celui avec lequel il s'est présenté devant Socrate. Si je croyais être un savant et qu'acculé par les questions de Socrate, je découvre que je suis un ignorant, j'ai fait un pas déjà vers la vérité qui me constitue. Autre figure classique dans la Grèce antique de la parésia, autre parésiaste d'envergure, Diogène. Alors Diogène, il y en a plusieurs dans la Grèce antique, je parle ici de Diogène le cynique, c'est-à-dire
nommons-le encore plus radicalement, Diogène le chien. Vous savez que kunos en grec, c'est le chien, l'école cynique, et cette école de philosophie, enfin pas une école, un courant philosophique, on l'appelle une école philosophique, mais il n'y avait pas de mur, il y avait pas de, c'est pas comme l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de disciples, des choses comme ça. Mais ceux qui se reconnaissaient dans la figure de Diogène se reconnaissaient derrière un mode de vie quasi animal, c'est-à-dire un mode de vie qui récuse les masques sociaux, qui récuse les jeux sociaux, au nom, au fond, de la vérité d'un rapport à soi sans masque. Diogène, la parésia de Diogène consiste donc, au fond, dans la vie scandaleuse, dans une forme de vie scandaleuse. Diogène se promène à poil, en se masturbant dans les rues d'Athènes, en apostrophant tout le monde sans vergogne et sans pudeur. Et, au fond, c'est l'attitude de Diogène qui est censée faire tomber les masques sociaux pour renvoyer chacun à la vérité de sa condition. Au fond, en faisant tomber les masques sociaux provoqués par Diogène, nous devons bien reconnaître, non pas, comme le disait Aristote, que l'homme est un animal politique doué de logos, mais simplement que l'homme est un animal. Voilà la vérité de la condition de chacun pour Diogène. Nous sommes des animaux qui jouent... On fatigue. Bon, vous allez faire comme si vous n'aviez pas entendu. Nous sommes des animaux qui jouons aux êtres humains, mais au fond, ce dont nous sommes si fiers derrière le nom d'humanité n'est qu'un masque social qui cache ce que nous sommes en réalité. Le cynique, c'est au fond celui qui nous rappelle qu'au fond, nous ne sommes tous que des chiens. Voilà. Quel que soit le pouvoir qui est le nôtre. Vous connaissez tous, sans doute, le fameux épisode où Diogène rencontre Alexandre le Grand, enfin plutôt Alexandre le Grand vient à la rencontre de Diogène, sinon je vous la rappelle parce qu'elle est tout à fait savoureuse. Diogène avait beau scandaliser les Athéniens, et en particulier les notables Athéniens, sa réputation avait largement débordé les limites d'Athènes et était arrivé jusqu'en Macédoine, où Alexandre le Grand régnait en maître. Et Alexandre le Grand avait demandé aux responsables de la cité athénienne de leur envoyer Diogène, parce qu'il aimerait bien le rencontrer et parler avec lui. Et quand une délégation athénienne est venue voir Diogène en disant « Écoute, il faudrait que tu ailles en Macédoine, il y a Alexandre qui veut te voir », Diogène a eu cette réponse absolument extraordinaire. Il n'y a pas plus loin d'Athènes en Macédoine que de Macédoine à Athènes. Je traduis pour ceux qui auraient mal compris. S'il veut me voir, il n'a qu'à se déplacer. Bon, voilà. Bon. Et ce qui est étonnant, c'est que Alexandre le Grand le fait. Il profite, je ne suis pas sûr qu'il vienne à Athènes juste pour voir Diogène, mais il profite en tout cas d'un passage à Athènes pour venir voir Diogène. Et là, il arrive avec, bien évidemment, ses gardes, ses gardes du corps, etc., puis tout le tralala royal. Et Diogène est tranquillement en train de se faire bronzer à poil devant on appelle ça un tonneau, ce qui lui sert d'habitation, une sorte de niche, un tonneau dans lequel il vit de la manière la plus rustre qui soit. Et puis quand, Alexandre le Grand se présente devant lui, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il bouge absolument pas. Il ouvre un œil. Il referme un œil, il poursuit sa sieste tranquille. Bon, Alexandre le Grand est un peu embêté, et il commence à lui demander, mais enfin, tu sais qui je suis? Oui, je sais qui t'es. Tout. Puis Alexandre le Grand est vraiment très impressionné qu'il y ait quelqu'un à Athènes, mais qui ne soit pas du tout impressionné par son statut social, qui ne tienne pour rien ce que le commun des mortels tient pour tout, le pouvoir absolu. Et donc il dit à Alexandre, il dit à Diogène, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Et vous connaissez la réponse de Diogène, ôte-toi de mon soleil. Tu me fais de l'ombre, tu ne pourrais pas t'écarter un tout petit peu. C'est ça aussi le parésiaste. Celui qui n'a pas besoin pour renvoyer quelqu'un à la vérité de sa condition de tenir des grands discours, quelqu'un qui n'a pas besoin de jouer Madame Pernelle, mais quelqu'un simplement qui, par son attitude désinvolte, renvoie chacun à la vérité de son être propre. Devant Diogène, Alexandre n'est pas le maître de l'univers, enfin, l'univers, j'exagère un tout petit peu, mais pas loin.
Devant Diogène, Alexandre est un homme comme un autre, réduit à la nudité de sa condition. Le plus nu des deux est peut-être bien l'empereur dans cette affaire. La question que je me pose alors, c'est celle-ci, mais à quelles conditions le parésiaste peut-il, par son attitude, prétendre révéler et manifester la vérité de chacun? Et il me semble qu'il y a une condition fondamentale qui a été largement indiquée par Socrate et qui a été inscrite au fronton du temple de Delphes, Gnotis et Auton, connais-toi toi-même. Alors, on pourrait interpréter cette formule de manière très différente, mais elle veut dire déjà, par exemple, que, ou ce que je veux dire en tout cas en me référant à cette formule, c'est que seul peut dire à quelqu'un sa vérité celui qui s'est d'abord rendu capable de rencontrer la sienne. À quelles conditions Socrate peut-il faire le parésiaste? À condition d'être au clair sur lui-même, sur ses propres zones d'ombre, sur ses propres ignorances, sur les limites de son savoir. Sinon, ce n'est pas de la parésia, c'est de l'orgueil, de la boursouflure. À quelles conditions Diogène peut-il renvoyer chacun à son animalité, à sa nudité, à ce qui demeure caché derrière ces masques sociaux, à condition que Diogène lui-même ait consenti à tomber le masque et ait consenti à sa propre nudité et à sa propre animalité. Sinon, ce n'est pas sagesse que la parésia, mais orgueil, vanité, posture et imposture. C'est donc parce que Diogène ne renie pas en lui l'animal qu'il peut débusquer l'animal en chacun. C'est parce que Socrate a conscience de son ignorance qu'il peut manifester à chacun la vérité de son ignorance. Donc, voilà une condition possible pour pouvoir espérer débusquer quelque chose de la vérité constitutive de chacun, la parésia. Que cette vérité soit singulière ou que cette vérité soit universelle, qu'elle concerne ce qu'est quelqu'un en tant qu'individu singulier ou simplement ce qu'est quelqu'un en tant qu'homme. Mais il me semble qu'il y a une deuxième condition pour prétendre, avec la plus grande prudence bien évidemment, approcher la vérité de quelqu'un. Cette deuxième condition, vous me permettrez de la désigner sous ce nom, j'ai un peu hésité. J'avais d'abord écrit la bienveillance, puis j'ai fini par préférer la charité. Pourquoi la charité? Parce qu'au fond, ce que fait Madame Pernelle, revenons à elle, n'est pas charitable. Il y a une façon d'accuser quelqu'un qui consiste moins à faire tomber les masques qu'à rajouter des masques. Il y a des façons de condamner quelqu'un par son discours qui consistent non pas à le libérer d'un rôle social, mais à l'assigner à résidence dans un jeu social. Il y a quelque chose de contre-productif dans le discours comminatoire qui accuse quelqu'un au nom de la vérité qu'on prétend révéler de lui. Pour le dire autrement, prétendre dire à quelqu'un sa vérité en ne cherchant qu'à le blesser, en insistant seulement sur ses défauts, ce qui est toujours facile, en ne cherchant à révéler que ses bassesses, que ce qu'il y a en lui de bas et de médiocre, et j'insiste sur ce point, il n'y a pas d'exercice plus facile que celui-ci. Ce n'est pas le renvoyer à sa vérité, c'est le réduire. C'est le réduire à ce qu'il a de bas, c'est le réduire à ce qu'il a de médiocre, c'est le réduire à ce qu'il a de vil, c'est le réduire à ce qu'il a d'insupportable, qui peut-être est vrai. Nous sommes tous peu ou prou insupportables.
le plus grand miracle de l'existence humaine, c'est peut-être que même à force de vivre avec nous-mêmes, nous parvenions à nous supporter encore après quelques années. Bon. Mais ce n'est pas seulement le réduire à ce qu'il a d'insupportable, c'est aussi le réduire à ce que je projette sur lui. C'est sous prétexte de le réduire à ce qu'il est en vérité, le réduire à ce que je projette sur lui, à la façon dont je le vois, c'est le réduire à n'être rien d'autre que ce que je crois qu'il est. C'est au nom de la vérité nier sa vérité. Autrement dit, il y a une façon de dire à quelqu'un ces 4 vérités qui consiste précisément à passer à côté de sa vérité, sous prétexte de les lui dire. Encore une fois, il n'y a pas de plus sûr moyen de passer à côté de la vérité de quelqu'un qu'en prétendant lui dire ces 4 vérités. Et ironiquement d'ailleurs, quand on prétend dire la vérité à quelqu'un en le réduisant à ce qu'il y a en lui de bas, de médiocre, de vil ou de difficilement supportable, au fond, encore une fois, ce que l'on révèle de la façon la plus nette, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce que nous sommes nous. Prétendre dire à quelqu'un ces 4 vérités, c'est révéler devant lui notre orgueil, notre prétention et notre propre médiocrité. Et on trouve d'ailleurs aussi cette idée dans le Tartuffe. Au fond, toujours dans l'acte 1 et la scène 1, on découvre un personnage tout à fait sympathique qui sait bien mieux que Madame Pernelle dire à chacun sa vérité. Il y a bien un parésiaste dans le Tartuffe, mais ce n'est pas Madame Pernelle. Le parésiaste, c'est Dorine, c'est la servante. Et elle dit ceci dans l'acte 1 et la scène 1, dans la même scène où on a vu Madame Pernelle passer en revue les défauts de chacun de ceux qui vivent sous le même toit qu'elle. Dorine dit ceci: ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Je la reprends aussi. Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Autrement dit, ce qui nous fait rire chez autrui et qui nous fait médire, qui nous pousse à en dire du mal, c'est exactement ce que veut dire médire, est précisément en général le reflet de ce qui, en nous, prête singulièrement à rire. On rit souvent en autrui des défauts qu'ainsi on peut se payer le luxe de ne pas voir chez soi. Autrement dit, médire d'autrui, dire du mal de lui, c'est le réduire à sa part maligne, c'est le réduire à sa part mauvaise, c'est l'abaisser, c'est l'humilier au nom d'une prétention à un discours de vérité, et c'est cela que j'appelle manquer de charité. Et d'ailleurs, Dorine, dans la réplique qui suit celle que je viens d'évoquer, ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire, Dorine rajoute ceci: et la sévérité de ces femmes de bien censure toute chose et ne pardonne à rien, hautement d'un chacun elle blâme la vie, non point par charité, mais par un trait d'envie. Réplique absolument admirable de justesse et d'équilibre psychologique et littéraire. Au fond, là encore, ce que dit Dorine, eh bien, c'est que ce que nous prétendons révéler lorsque nous accusons quelqu'un, lorsque nous le réduisons à l'image que nous nous faisons de lui, c'est bien évidemment ce qu'il est en vérité, mais la seule chose que nous parvenons à faire, c'est manifester ce que nous sommes en vérité, cette vérité étant ironiquement ou tragiquement la même chose que le mensonge intérieur qui nous constitue en nous destituant. La conséquence, c'est que dans l'ordre des relations interpersonnelles, il n'y a pas
de vérité sans charité. C'est pas possible. Je ne peux pas prétendre dire la vérité de quelqu'un sans charité. La charité est donc ici la vertu de celui qui ne réduit pas chacun à ses vices, mais qui au contraire sait voir en lui ce qu'il y a de grand et de beau. La vérité n'est jamais dans le discours de ceux qui médisent. Elle est toujours, me semble-t-il, dans celui de ceux qui savent voir ce qu'il y a de grand. Si vous voulez, par exemple, prenons un exemple très simple, dans un conseil de classe, la vérité n'est jamais dans le discours du professeur qui avilit l'élève en le réduisant à ses manquements. Jamais. Elle est toujours dans le discours de celui qui, quitte à passer pour quelqu'un d'un petit peu léger, ridicule, eh bien, sait voir en chacun ce qui fait de lui quelqu'un sur qui on peut compter, ce qui permet de voir en lui des grandeurs réelles, en dépit, bien évidemment, de tous ses défauts, de toutes ses difficultés, de tous ses manquements ou de tous ses échecs. Et cette charité-là n'est pas naïveté, cette charité-là n'est pas illusion. Cette charité-là, au contraire, me semble-t-il, est lucidité supérieure. Elle permet de voir et de rendre manifeste ce qu'en général il est commode de ne pas voir, parce que l'enjeu est simple. Quand je m'offre le luxe de mépriser l'autre, c'est-à-dire de lui refuser tout prix, je m'offre en même temps celui de mieux me priser moi-même. Comme si le geste psychologique le plus élémentaire pour assurer la promotion de soi était d'assurer, en quelque sorte, l'abaissement d'autrui. Plus j'aurais reconnu qu'il est bas, mieux j'aurais assuré la posture de moi-même comme élevé. Troisième condition pour prétendre tenir sur quelqu'un un discours de vérité. La première, je vous le rappelle, était la parésia. La deuxième, la charité. La troisième que je vous propose, je la désignerai sous ce nom peut-être un petit peu pédant ou exigeant ou difficile, vivre en vérité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, vivre en vérité ? D'abord, je crois qu'il faut commencer par reconnaître que la vérité de soi n'est pas un objet de connaissance. Si je veux me connaître, ce n'est pas par une démarche spéculative, cognitive, que je peux espérer y arriver. La vérité de soi a ceci de singulier, que contrairement à la vérité des choses, elle n'est pas un objet de connaissance. Je n'accède pas à la vérité de moi en essayant de me connaître. C'est la limite du connais-toi toi-même. Si ce connais-toi toi-même veut dire apprends rationnellement à identifier celui que tu es, je crois que c'est à peu près peine perdue. La vérité de soi n'est pas au bout d'un parcours de détermination rationnelle. La vérité de soi ne s'atteste qu'en se vivant. Je ne peux véritablement découvrir celui que je suis qu'en consentant à me vivre moi-même en toute générosité. Vivre, ce n'est pas simplement survivre, continuer à exister, maintenir à peu près en forme l'appareil biologique. Vivre pour une conscience humaine, vivre pour un être humain, c'est toujours se vivre soi-même. Mais se vivre, ce n'est pas... C'est agir, bien évidemment. Se vivre, c'est faire surgir celui que je suis dans les actes que je pose. Mais ça ne veut pas dire tout à fait que ce serait révéler par ces actes ce que l'on est. Je vais essayer de vous faire comprendre ce que je veux dire là parce que ce n'est pas tout à fait simple.
La solution la plus simple, imaginez seulement, hein, que je sois alcoolique. On pourrait bien évidemment dire, le fait qu'il boive trop révèle la vérité sur lui-même, à savoir qu'il est alcoolique. Ce serait la solution la plus simple. Les actes que je poserai révéleraient la vérité de celui que je suis par essence. Ou si on veut quelque chose peut-être de moins subversif ou de moins dangereux pour moi-même, au fond, l'idée que le courageux agit courageusement, c'est normal, c'est parce qu'il est courageux. Autrement dit que c'est la vérité a priori de ce qu'il est qui déterminerait ses actes. Le problème, c'est que c'est exactement le contraire qui est vrai. Ce n'est pas parce que je suis alcoolique que je bois, c'est à force de boire que je deviens alcoolique. Ce n'est pas parce que je suis courageux par nature que je pose des actes courageux, c'est parce que j'apprends à vivre courageusement que je le deviens. La vérité de ce que je suis n'est pas antérieure aux actes que je pose, inscrite en moi comme une essence déterminante de mes actes. La vérité de ce que je suis est au bout de mes actes, comme ce que je fais advenir par mon pouvoir d'agir. Autrement dit, se vivre, ce n'est pas entrer simplement dans une démarche introspective par laquelle je cherche à reconnaître en moi celui que je suis, l'essence qui me constitue. Je crois que ce n'est pas ça du tout. Se vivre, c'est toujours s'engager, c'est toujours décider. Il n'y a d'existence vécue en vérité qu'une existence engagée et décidée. Ma vérité n'est pas dans une sorte d'intériorité, comme une essence cachée qu'il s'agirait de dévoiler. Ma vérité est toujours dans mes engagements, elle est toujours dans mes décisions. Et si les étudiants en classe préparatoire qui vont bientôt passer leur concours cherchent ici une référence à travailler, c'est bien évidemment celle de Kierkegaard. Que je n'ai pas le temps, bien évidemment, de développer ici, mais dont je peux reprendre quand même quelques indications susceptibles à la fois de vous aider à bien penser et de vous aider à bien vivre, ce qui après tout serait tout à fait satisfaisant. Ce que nous dit Kierkegaard, c'est que la vérité connue est toujours indifférente. Je sais que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, mais je m'en fous. J'irai pas mourir pour ça, j'irai pas donner ma vie pour ça, j'irai pas m'engager pour ça. Elle ferait 100 degrés, qu'au fond, vitalement, ça ne changerait rien. Du point de vue cognitif, ça changerait tout. Du point de vue de ma vie, ça ne changerait rien. Je sais qu'Henri IV a été assassiné en 1610. À force de le dire, je suis en train de me demander si c'est bien ça la date. Mais bon, j'espère que je ne me trompe pas. Mais au fond, il serait mort en 1605, que ça ne changerait rien du tout, du point de vue vital. Je n'ai pas d'intérêt particulier à ce que la proposition Henri IV a été assassiné par Ravaillac soit vraie. S'il n'a pas été assassiné ou c'était par quelqu'un d'autre, ça change beaucoup de choses à mes représentations du monde. Ça ne change rien à la représentation de moi. La vérité connue est donc toujours indifférente. Seule la vérité choisie, vécue, engagée et investie par moi me constitue en ma vérité. Là encore, la vérité de ce que je suis n'est pas une sorte d'essence a priori constitutive de mon être, elle est à faire, elle est à produire dans les actes que je pose. Quand je dissous ce que je suis dans l'anonymat d'une appartenance subie, par exemple biologiquement ou socialement, quand je dissous ce que je suis dans une appartenance sociale, par exemple, quand je ne vois plus en moi que le professeur, quand je ne vois plus en moi que l'élève, quand je ne vois plus en moi que le ministre, que je ne suis pas bien évidemment, quand je ne vois plus en moi que, je sais pas, l'ouvrier, l'enfant, quand je ne vois plus en moi qu'une fonction sociale, quand je ne vois plus en moi qu'un corps plus ou moins vivant, plus ou moins agonisant, plus ou moins en bonne santé, eh bien, ce que je suis tenté d'appeler ma vérité devient un faux, un simulacre, une approximation
un habit mal taillé. Si je ne suis capable de ne voir ma vérité que dans mes fonctions sociales et biologiques, c'est au fond que je suis déjà dans un rapport faux à moi-même, c'est-à-dire dans un rapport faussé. Encore une fois, ma vérité est toujours à faire dans un engagement existentiel et non pas à connaître dans une distance spéculative. Je ne sais pas si j'ai le temps de l'évoquer rapidement ici, je n'ai pas prévu de le faire, mais tant pis. Oui, certains d'entre vous le savent, enfin ceux qui me subissent depuis quelques mois. Je considère qu'un des plus grands livres jamais écrits en Occident, c'est Les Confessions de saint Augustin. Absolument magnifique. Et quelqu'un à qui j'exposais ce que je viens de vous exposer me disait « Oui, mais enfin c'est curieux, parce que les Confessions de saint Augustin, c'est bien un travail spéculatif sur soi, dans lequel saint Augustin prétend parvenir à la vérité de soi par le détour précisément d'une distance spéculative, pour reconnaître en lui plus grand que lui-même, etc. » Oui, peut-être, mais je crois que ce qui permet à saint Augustin d'entrer en rapport vivant et vrai avec lui-même, c'est pas d'abord une démarche d'introspection, c'est d'abord un acte de conversion. C'est parce qu'Augustin se convertit, parce qu'il se tourne activement vers lui-même, vers le monde, et, dans son cas, vers Dieu, qu'il peut se rencontrer en vérité. Et il se pourrait bien que, le rapport à soi de l'Augustin des Confessions soit en fait moins un rapport spéculatif qu'un rapport d'existence. C'est une lecture particulière que je fais d'Augustin, qui est bien évidemment d'autant plus discutable que même si je l'aime beaucoup, je n'en suis absolument pas un spécialiste. Mais je vais prendre un exemple qui va sans doute parler à tous. Imaginons que je m'interroge sur mon amour pour quelqu'un. Vous comprenez bien que la vérité de mon amour n'est pas en moi quelque chose à connaître. Elle est à vivre dans la vérité d'un engagement, dans la vérité d'une décision. Un amour vrai n'est pas en moi une essence que je reconnais comme vraie. Il est au bout d'un acte, toujours à faire et à refaire, qui m'engage en vérité, c'est-à-dire dans un processus de décision. Bref, il n'y a de vie vécue en vérité que de vie décidée. Je vous propose, avant que nous puissions discuter ensemble, quelques rapides éléments de conclusion. D'abord, première conclusion, j'ai commencé, vous l'avez compris, par écarter le sens courant, que je juge simplement sot, de la formule triviale « à chacun sa vérité ». Mais peut-être reste-t-il alors à entendre cette formule comme une invitation pour chacun à vivre sa vérité, c'est-à-dire la vérité de ce qu'il est dans les actes qui sont les siens. Mais je crois que ça ne suffit pas tout à fait, et je voudrais encore, au terme de cette intervention, écarter une autre idée triviale. L'idée selon laquelle notre vérité serait dans ce que nous cachons derrière nos masques sociaux. Bref, si vous voulez, cette lecture très pessimiste et sombre qui consisterait à dire dans notre vie de tous les jours, nous avons les masques de la fidélité, du courage, du travail, de l'honneur, mais tout ceci ne serait que des masques. Derrière ceci, il y aurait que infidélité, médiocrité, appétit de pouvoir, égoïsme, amour-propre, etc. Je ne crois pas. Je crois que dire les choses comme ceci est à la fois profondément réducteur et profondément cynique, mais dans un sens qui n'a pas grand-chose à voir avec le cynisme de Diogène, que j'aime beaucoup. Un cynisme de pacotille, ici, trop réducteur pour être vrai. Je ne crois pas que nos jeux sociaux soient des belles présentations de soi destinées à camoufler la vérité laide de ce que nous sommes. Je ne crois pas du tout. Au contraire,
il me semble que même notre souci de paraître meilleur que l'on est encore un hommage à ce que nous portons en nous de plus beau. Vous connaissez cette formule de La Rochefoucauld, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Je crois que parfois nos artifices sociaux, nos jeux sociaux, sont eux aussi une sorte d'hommage que nos petits compromis, que nos petits masques, que nos petits jeux rendent à la meilleure part de nous-mêmes. Pour le dire autrement, notre souci de paraître meilleur qu'on est, nos insincérités, nos jeux et nos masques sociaux sont encore des protestations contre ce qui en nous blesse. Et je veux croire au fond que ce qui demeure caché en nous, cette vérité profonde constitutive de notre humanité, n'est pas la part maudite qu'il faudrait cacher, mais la part heureuse qui souffre parfois dans une société qui nous condamne à des rôles qui, encore une fois, sont bien souvent des habits mal taillés. Merci. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai encore un bout. Autrement dit, allez, encore 2 minutes. La vérité de chacun n'est donc pas à découvrir en lui comme un déjà-là dont il faudrait prendre conscience. Elle est au-devant de lui comme une promesse, un envoi, une espérance. Ce serait désespérer de soi que de ne pas être capable d'apercevoir cette vérité de soi qui vaut d'être découverte. Cette vérité comme une promesse qui certes n'est pas toujours tenue. Et donc la vérité de soi est à faire dans un engagement sans reste, en lequel l'avenir est encore chemin vers soi. Et donc cette fois, je vais terminer, c'est toujours être piégé par le mensonge que de désespérer de soi et de désespérer d'autrui. Voilà, cette fois vous pouvez applaudir si vraiment vous en avez envie. Bien, alors comme d'habitude, nous allons prendre quelques minutes pour discuter très librement. Et quand je dis discuter très librement, pour ceux qui n'ont pas suivi le cycle, ça ne veut pas dire poser des questions à un maître qui aurait les réponses, mais simplement dialoguer très convivialement, très amicalement, à partir éventuellement de ce que vous avez entendu. Donc pour cela, Christophe est là, qui va faire passer le micro à ceux... Alors juste avant de faire passer le micro, vu que de nombreuses personnes nous suivent, j'ai une première question sur Twitter de Emi09S, je ne me trompe pas. La vérité concernant ma propre identité ne se construit-elle pas néanmoins à travers mes relations avec autrui ? Voilà, ils n'ont que 140 caractères, donc du coup... Voilà. Oui, non, mais en 140 caractères, la question est très bien posée. Et la réponse, me semble-t-il, est oui, bien sûr. Dans le simple face-à-face avec soi, loin de me découvrir, je ne fais rien d'autre que m'installer dans une image de soi qui peut être rassurante ou délétère, peu importe, mais dans laquelle je risque toujours de m'enliser. Et donc, au fond, le plus court chemin vers soi est toujours celui qui passe par autrui. Mais j'ai besoin, pour qu'autrui soit chemin vers moi, qu'autrui ait assez de charité et de bienveillance pour m'aimer au-delà de ce que je montre de moi. Alors, il y a une définition de l'amitié que j'aime bien. C'est un ami, c'est quelqu'un qui me connaît bien et qui m'aime quand même. Eh bien, je crois que c'est parfois de cet autrui-là que j'ai besoin, de celui qui, au fond, est sans complaisance à l'égard de ce que je suis, mais qui, par sa présence affectueuse et amicale, est capable quand même d'attester en moi la meilleure part. J'ai perdu Christophe, il est passé où ? Je suis là. Ah oui, voilà, d'accord. À vous, il n'y a pas que Twitter qui a le droit de s'exprimer, vous pouvez y aller. Peut-être chez les étudiants de prépa, voilà. Voilà.
Donc vous avez dit que la vérité de soi n'était pas à chercher dans ce qu'on est déjà, mais finalement on pouvait la projeter dans un au-delà, enfin dans un futur, par les choix que l'on va faire soi-même. Donc effectivement on peut décider de sa propre vérité, et chacun peut décider de sa propre vérité, mais est-ce que chacun est-ce que chacun peut avoir une vérité différente à rechercher, ou est-ce qu'il y a une relativité donc de la vérité à poursuivre? D'accord. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, la formule « chacun peut décider de sa vérité », j'oserais pas cette formule. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire et je ne le laisserai pas tel quel. Mais simplement, chacun peut se faire être en vérité en fonction des actes qu'il pose. La vérité de mon courage, pour reprendre cet exemple, n'est pas dans une essence caractérologique qu'il me faudrait découvrir et qui se révélerait dans un acte courageux. Elle est à faire dans l'acte lui-même. Donc, je ne décide pas de ma vérité, mais je peux décider en vérité d'agir véritablement et de me faire être celui que je ne deviens que par les actes que je pose. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question. Et bien sûr, le temps que je dis ça, j'ai oublié la deuxième partie. Vous pouvez réessayer ? D'accord. Et ensuite, est-ce que donc une fois qu'on va décider donc de poursuivre sa propre vérité, ah oui. Est-ce que chacun peut encore poursuivre une vérité différente? Est-ce qu'il y a un relativisme? Alors c'est vrai qu'il y a deux choses dans ce parcours. Il y a bien évidemment dans la recherche de soi, de la vérité de soi, si on veut plagier un petit peu un titre de Malebranche et le transformer. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension universelle, c'est-à-dire qu'il y a ce que je peux découvrir de moi en tant qu'homme. Non pas en tant que Yann Martin ou qui vous voulez, mais en tant qu'homme. Mais je crois que ça ne suffit pas, parce que je n'ai pas découvert ce que je suis et la vérité de ce que je suis seulement quand j'ai découvert ce qui fait de moi un homme avec ses limites et ses grandeurs. Puisque ce qui fait de moi un homme est aussi ce qui fait d'autrui un homme, et donc dit moins la vérité de ce moi singulier que je suis que de cet homme, de cette humanité que nous avons en commun. Et donc je crois bien évidemment que celui qui s'engage à essayer de vivre la vérité de soi n'est pas confronté simplement à une sorte d'humanité abstraite, mais c'est déjà pas mal d'apprendre à connaître l'homme en soi, mais il s'agit aussi de connaître le moi en soi, la singularité d'un sujet qui n'est pas réductible aux autres sujets. Pourquoi ? Pas parce qu'il a une essence qui le singulariserait de manière absolue, mais parce qu'il a une histoire. Ma vérité est aussi prise dans le jeu d'une histoire que je porte avec moi et qui est constitutive de ce que je suis. Ce que j'ai vécu, l'époque à laquelle je suis né, les traumatismes que j'ai eu à surmonter, les chances dont j'ai bénéficié, le milieu social dans lequel j'ai grandi, les accidents de la vie auxquels j'ai été confronté, bien évidemment, contribuent à constituer la trame, le fond d'une personnalité singulière et originale avec laquelle, parfois, il me faut apprendre à me réconcilier. Et c'est là, je crois aussi, tout ce que nous apprend, par exemple, la psychanalyse. Et donc, la vérité n'est pas ici une essence, la vérité de soi est aussi une histoire à découvrir, à essayer de raconter autant que possible en vérité, sans se raconter d'histoire. Voilà. Être capable de se raconter l'histoire de sa propre vie sans se raconter d'histoire, c'est peut-être aussi un chemin de sagesse. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens à la première partie de votre intervention. Quand vous avez dit que
je vous cite parce que je le dirais moins bien sinon, la seule vérité qui compte, c'est celle qui nous rassure. Dans un monde instable, nous avons besoin de certitude. Alors ce que je me demande, une fois que nous avons trouvé ou pensé trouver cette vérité, si elle nous rassure, pourquoi éprouvons-nous le besoin d'en convaincre les autres? Pourquoi est-ce que ça ne nous suffit pas? Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'effectivement, je comprends, enfin il me semble comprendre ce que vous voulez dire, c'est qu'après tout, si elle me rassure, pourquoi je ne m'en contenterai pas pour mon propre compte? Elle vaut pour moi, bon bah très bien, pourquoi vouloir l'imposer aux autres? Pourquoi le prosélytisme? Pourquoi, après tout, le fanatisme? Et je crois qu'au fond, ce qui se joue derrière, c'est qu'une telle vérité, qui est moins une vérité qu'une erreur utile, qu'une erreur dont j'ai besoin, qu'une erreur rassurante, qu'une illusion confortable, il y a quelque chose en moi qui se rend bien compte, au fond, qu'elle est fragile. Et le soin que je prends à essayer de la bétonner, de la blinder, est précisément le symptôme d'une fragilité que je ne veux pas lui reconnaître. Si j'étais si sûr de moi, si j'étais si rassuré, confronté à cela même que j'appelle une vérité qui me va très bien, eh bien je n'aurais nul besoin de l'imposer aux autres. Et ce besoin que j'ai d'imposer aux autres les vérités auxquelles je tiens ou qui me tiennent, d'ailleurs, eh bien c'est peut-être au fond une stratégie plus ou moins consciente pour essayer de conjurer cette fragilité intérieure que j'éprouve devant ce qui ne me rassure pas tant que cela, parce que précisément je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Et plus il y aura autour de moi de gens qui pourront contribuer à m'installer dans l'illusion de la vérité, parce qu'après tout l'illusion est parfois très confortable, plus je serai rassuré. On n'est jamais au fond véritablement rassuré d'être seul, et psychologiquement, le besoin d'imposer aux autres ces vérités qui nous rassurent est précisément peut-être un symptôme d'angoisse devant des vérités qui, métaphysiquement ou inconsciemment, je ne sais pas, ne nous suffisent pas. Je vais le dire autrement, le mathématicien convaincu que la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, au fond, il n'en a rien à faire de faire du prosélytisme. Il le sait, point final. Voilà, ça lui va très bien. Mais celui qui est persuadé que la vérité, c'est, je ne sais pas moi, une vérité politique, psychologique, etc., bah lui, bien évidemment, il sait bien qu'en réalité, il se tient dans l'ordre de l'opinion, et c'est en même temps ce savoir qu'il ne veut pas reconnaître et admettre. Bonsoir, monsieur. Pardonnez-moi. Poursuivre dans ce que vous venez de dire à l'instant, est-ce que ça signifierait que la formule « vivre vrai » à laquelle vous nous invitiez, en conclusion, est non pas un objectif, mais simplement un chemin? Oui. Oui. En même temps que je vous écoute, je cherche une petite histoire que je n'arrive plus à retrouver. Oui, voilà, c'est ça. Qui va peut-être éclairer ma réponse. Oui, au fond, je ne sais pas quel est le but. J'en sais strictement rien. Mais parfois, pour vivre, il suffit parfois d'avoir besoin d'un chemin. Et l'histoire à laquelle je pensais, on la trouve dans les récits acidiques de Martin Buber. Il raconte ceci, ce sont des récits qui concernent les communautés juives d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est au XVIIe, XVIIIe siècle, des petites histoires comme ça qu'il a collectées et qui sont parfois des histoires très 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 profondes et très belles. Et il y en a une que j'aime beaucoup qui dit à peu près ceci, un jour un fils va voir son père et lui dit « Bon bah papa, voilà, son père qui est rabbin bien évidemment, bon, et il dit « Bon bah papa, je vais partir ». Et son père lui dit, mais partir où? Le fils lui répond, je vais partir, c'est tout. Alors le rabbin insiste, il dit, mais enfin, d'accord, tu veux partir, mais quel est ton but? Et son fils lui répond, mais je te l'ai dit, partir, c'est mon but. Et si je passe par le détour de cette histoire, c'est peut-être pour suggérer qu'après tout, nous avons moins besoin de but que de chemin. Et que, contrairement à une sorte de pensée finaliste, programmatique, qui voudrait toujours nous donner des objectifs à atteindre, eh bien, le sage, c'est peut-être celui qui a moins besoin d'un but que d'un chemin. Et après tout, et qui est capable sur ce chemin de se laisser surprendre parfois par ce qu'il découvre
sans peut-être l'avoir véritablement cherché, ou en tout cas sans l'avoir visé. Il nous reste du temps pour une ou deux questions, enfin, ou interventions. Oui, bonsoir. Bonsoir. Un peu dans le même esprit, cette découverte de soi-même dont vous parliez, de sa vérité, de son moi, est-ce qu'à votre sens, ça nécessite l'appel ou cette démarche, est-ce qu'elle peut faire être l'objet d'une démarche personnelle? Est-ce que ça peut être assumé à titre individuel, dans le cadre d'un effort personnel? Ou bien est-ce qu'il est nécessaire de faire appel à d'autres interlocuteurs, que ce soit un ami, des amis, un psychologue, un coach, que sais-je encore, dans notre environnement actuel? Oui. Bon. Je crois que seul face à soi, on se rate toujours. Parce que dans le face-à-face de soi-même avec soi-même, on finit toujours par prendre pour soi l'idole de soi, l'image de soi qu'on a construite, et que la plus sûre façon de se louper soi-même, c'est de prétendre ne se saisir que par soi. Et je crois que la grande leçon, justement, entre autres, mais entre autres choses, il y aurait bien des modèles possibles de la tradition psychanalytique, c'est de nous rappeler que ce n'est que décalé de moi-même par la présence d'un autre que je peux espérer construire quelque chose comme un chemin vers moi. Et ce n'est pas seulement la sagesse ou la psychanalyse, c'est la sagesse, par exemple, religieuse des antiques directeurs de conscience. On entend parfois directeur de conscience dans un sens qui n'était pas du tout celui des chrétiens du XVIIe, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui entend diriger notre conscience. C'est toujours, au fond, l'idée du directeur de conscience, c'est cet autre qui précisément m'aide à sortir de moi-même pour inventer un chemin vers moi sur lequel il m'aide à me diriger. Ce qu'on appelle parfois des conseillers spirituels dans des traditions religieuses qui peuvent être très, très différentes les unes des autres, c'est bien la figure de celui-ci qui ne me prétend pas me dire qui je suis, mais me décaler de moi-même pour, encore une fois, ouvrir un chemin vers moi. Et donc là, je crois que c'est absolument indispensable. Ne rentrez pas chez vous ce soir en vous disant « Bon, allez, je me mets face à moi et je vais voir qui je suis ». La seule chose que vous risquez, c'est une bonne névrose. Une dernière question ? Ou enfin, intervention, encore une fois. Je laisse la priorité aux étudiants de prépa. On ne voudrait pas. On aura alors deux questions, il n'y a pas de problème, il est que moins 10, il n'y aura pas de souci. Oui, pour revenir sur la psychanalyse, Foucault prend aussi l'exemple du psychanalyste comme figure du parésiaste. Et je voulais savoir si finalement, est-ce que le parésiaste, pour justement faire émerger un espace de dire vrai, est-ce qu'il ne met pas en place lui-même des codes donc, de manifestation de se dire vrai, et en mettant en place ses propres codes, par exemple les codes de la psychanalyse ou les codes du confessionnal dans la chrétienté, est-ce que finalement, en mettant en place ces codes, on n'empêche pas et on ne réduit pas la manifestation de la vérité du moi? D'accord. Le psychanalyste, il est un parésiaste, c'est un parésiaste sacrément paradoxal, puisque c'est un parésiaste qui se tait et ne bouge pas. Il ne bouge pas beaucoup et il ne dit pas grand-chose. Et donc, d'une certaine manière, c'est son silence et sa quasi-immobilité qui dégagent hors de moi un chemin possible vers moi-même ou vers des profondeurs inconscientes auxquelles je n'aurais pas peut-être accès s'il n'était pas cette distance devant laquelle ma parole se libère. Et intéressant cette question des codes, parce que bien évidemment, vous avez tout à fait raison, ce tiers qui est chemin vers moi est toujours lui-même structuré par des codes, vous avez tout à fait raison, dans lesquels, d'une certaine manière, il m'intègre les codes du confessionnal, les codes de la direction spirituelle, les codes de l'analyse, les codes du discours socratique, de l'interrogation socratique, les codes de la provocation diogénique ou diogénienne, je ne sais pas comment dire ça. Et donc, ces codes, bien évidemment, sont toujours des constructions sociales, intellectuelles, mais je crois, au fond, auxquelles on n'échappe pas. C'est-à-dire, au fond, que l'humain, dire que l'humain n'est pas un pur être de nature,
c'est pas dire simplement qu'il est humain en tant qu'il a ce pouvoir de transformer le donné naturel pour l'adapter aux conditions d'existence auxquelles il aspire, mais c'est dire que tous ces rapports ont quelque chose de construit. Notre rapport à la nature n'est pas un rapport strictement naturel. Notre rapport à autrui n'est pas un rapport strictement naturel. Notre rapport à nous-mêmes n'est pas un rapport strictement naturel. Et notre rapport à Dieu, si nous sommes croyants, n'est pas un rapport strictement naturel. Ça veut dire que l'homme est ce vivant qui ne peut reconnaître ce avec quoi il est en rapport qu'à condition de déposer sur le bord du chemin, si vous voulez, des bornes, des signes de reconnaissance qui l'aident à se repérer, comme des marins en mer ont besoin de phares ou de choses comme ceci. Et donc je crois que ces codes sont moins ce qui devrait nous empêcher, au fond, de nous découvrir, allez, je reprends la formule de Mallarmé, telle que l'éternité, je ne la retrouve plus, non, tant pis, raté, tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, voilà, dans le tombeau des Garpeaux, je crois, mais au fond les conditions de possibilité d'un rapport à soi qui n'est jamais brut et naturel. Or bien évidemment, à partir du moment où notre rapport à soi, à autrui, au monde et à Dieu, le cas échéant, est codé, ça veut dire qu'il n'est pas un pur rapport. Mais au fond, là, il y aurait quelque chose d'analogue, si vous voulez, au statut du phénomène dans la philosophie kantienne, de même que nous ne pouvons pas connaître la chose en soi, mais simplement la chose telle qu'elle se manifeste à nous à partir de ce que nous sommes, à partir de la structure particulière de notre sensibilité et de notre entendement, de la même manière, notre rapport même affectif et vivant au monde et à autrui est toujours structuré par ce que nous sommes en tant qu'être humain concret, et un être humain concret, c'est toujours un être humain qui a une histoire, qui est pris dans des rites sociaux, dans un système de représentation, et prétendre pouvoir passer outre ces codes ne serait pas une façon d'épurer le rapport à soi, mais de le fantasmer purement et simplement. Donc peut-être quand même, madame... ah, voilà, encore. Allez, 2 questions, on peut encore les faire. En fait, pour en revenir à ce que vous aviez dit sur la charité, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est quand même assez limité, au fond, comme condition pour dire la vérité de quelqu'un? Parce que si on part du principe que c'est dire ce qu'il y a de grand en la personne, pour prendre un exemple radical, si on prend un terroriste, c'est assez difficile de trouver ce qu'il y a de grand en un terroriste. Donc au fond, la charité, ça a ses limites, non ? Oui, bien sûr que la charité a ses limites. C'est pour ça que j'ai proposé non pas une condition, la charité, mais plusieurs qu'il s'agit bien évidemment de faire travailler ensemble. C'est sûr que nous sommes parfois confrontés à des exemplaires d'humanité dans lesquels il est difficile, ou devant lesquels il est difficile de se dire, allez, derrière la figure apparente du monstre, il y a une grandeur cachée qu'il reste à découvrir. Alors là, c'est sans doute très, 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 très difficile. Et du coup, je vous suis bien dans votre question, mais il n'en reste pas moins que, même si c'est difficile, je ne crois pas qu'on puisse traiter le terroriste comme, par exemple, un salaud notoire qui ne vise que le mal. Je ne crois pas que ce soit, en règle générale, entrer dans le mystère constitutif de son être. C'est un étiquetage facile qui nous dispense d'affronter le plus complexe, le plus difficile, l'horrible peut-être, et une situation toujours singulière et originale qui fait que le terroriste A n'est pas le terroriste B, et que les raisons, dans un sens très large, de leur haine, de leur colère, de leur mépris de la vie ou de l'humanité, ont elles aussi une histoire et ne sont pas les mêmes. Alors là, bien évidemment, comme vous dites, il y a des limites à la charité. On ne peut pas exiger moralement de chacun d'entre nous une approche charitable du salaud, quelle que soit sa nature. Mais on ne peut pas non plus l'interdire, peut-être, après tout. Ce qui n'est pas exigible de chacun n'est peut-être pas interdit à tous. C'est la charité qui a des limites pour la plupart d'entre nous, peut-être est-elle moins limitée pour d'autres.
figure de la sainteté dans la tradition de l'Église, des choses comme ça, peut-être. Mais je reconnais que là, bien évidemment, la position limite que vous posez là est tout à fait acceptable, bien sûr. Oui, c'était juste pour un partage et des références qui me sont venues dans vos développements spontanément. Bon, j'aime bien cette référence à Cocteau, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est peut-être la difficulté d'ailleurs. Et puis, dans il n'y a pas de but, c'est le chemin qui compte, ça me fait bien penser un ex-disciple de Freud, à Fritz Perls, le théoricien de la Gestalt, qui a opéré quand même une fusion entre l'Orient et l'Occident. Donc l'Orient, avec ce qui prime, c'est l'harmonie, donc c'est comment être, la pratique, l'expérientiel, le vécu. Comment être pour pouvoir accepter le doute aussi, les peurs, ça c'est peut-être une vérité vers laquelle on peut essayer de tendre, une écologie, une meilleure écologie en soi. Donc il n'y a pas de dualité non plus entre l'introspection et le relationnel. Et puis, ceux qui n'ont pas accès à cette possibilité d'entrer en lien avec eux-mêmes et donc par suite avec les autres, sont des personnes qui ont été entravées individuellement de par leur histoire familiale ou contextuelle ou culturelle, d'où le terrorisme qui est le fruit, qui peut être le fruit de plusieurs générations, d'humiliation collective, etc. Donc voilà, pardon, c'était juste pour raisonner avec tout ce que vous avez développé. Merci. Très bien. Comme ce n'est pas une question, je ne me sens pas obligé d'y répondre, au contraire, un témoignage. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ceci, puis je vous remercie à tous pour votre présence. Bonne soirée.